Le S&P 500 est-il trop cher et ou en surachat? Chers amis, dans cette vidéo, je réponds à la question de savoir si l'indice S&P 500, qui a encore établi la semaine dernière de nouveaux records historiques, est-il trop cher sur le plan fondamental? Point complet sur la valorisation boursière, vous allez voir de manière structurée. Est-il en surachat? Là, je fais référence à l'analyse technique. Où en sommes-nous? Alors que certains visent 6000 voire 6500 points à horizon 6-12 mois sur l'indice S&P 500. Deuxième partie, un point technique habituel sur l'indice S&P 500. Troisième partie, un focus sur une partie des GAFAM qui publient leurs résultats trimestriels cette semaine. Vous savez que c'est là où les perspectives de bénéfices sont les meilleures. Et donc, un focus sur deux gros secteurs, Information Technology, Communication Services, qui sont clés pour la construction de la tendance de l'indice S&P 500. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle édition du Top Gun. Alors, je vais faire les choses synthétiques, courtes, j'ai tout rassemblé dans un tableau. La question est simple. Elle est posée, elle est là. Le S&P 500 est-il trop cher? Oui, ok, très bien, les 6000 points sont proches, 6500 points, tendance haussière sans véritable correction. En termes de, quand je parle de cherté, je parle de valorisation boursière. Nous allons reprendre ensemble les principaux critères de valorisation boursière, par exemple le Warren Buffett Indicator, qui nous dit que nous sommes en bulle spéculative complète. Bon, ok, très bien. On va un peu creuser le sujet parce qu'il y a S&P 500 et S&P 500, vous le savez. Il y a S&P 500 0,7, les GAFAM, et puis il y a S&P 500 493. Finalement, vous allez voir, je vous donne la réponse tout de suite. Effectivement, le marché est cher sur le S&P 500 0,7. Pardonnez-moi, sur le S&P 0,7, oui, il est cher. Oui, mais il est cher aussi parce que c'est sur le S&P 0,7 qu'il y a les meilleures perspectives de bénéfices. Mais en réalité, lorsqu'on retraite le marché action américain de ces méga caps et certaines large caps, il n'est pas cher du tout. Même les valeurs cycliques sont même en retard. Bon, d'ailleurs, vous avez vu la semaine dernière le rattrapage du secteur bancaire, par exemple. Donc, ça, je vous donne déjà la réponse, mais je vais l'argumenter. Et enfin, d'un point de vue technique, être en surachat, ok, peut-être, ok, et encore pas forcément sur tous les horizons de temps. On peut être en surachat et la tendance haussière se développer davantage. Par contre, lorsque nous sommes en tendance haussière, qu'il y a du surachat et que des divergences baissières apparaissent, là, c'est pas pareil. Il faut se méfier des divergences baissières. Mais il n'y en a pas. Bonne nouvelle. En tout cas, pas sur les horizons de temps long. Eh bien, c'est parti. Le S&P 500 est-il trop cher et ou en surachat? Trop cher, donc je fais référence à la valorisation. Vous allez voir, tout est ici, tout est ici. Nous allons reprendre tous ces critères, partie par diagnostic, et on va les regarder ensemble. Le plan de la vidéo arrive. Je vous l'ai donné, il est court. Mais il est travaillé en cette semaine. Alors, de résultats trimestriels des GAFAM. Alors, une partie des GAFAM publie leurs résultats cette semaine. Nous, en fait, ce qui compte, pour un certain nombre de raisons que je vais développer dans la troisième partie, donc première partie, l'indice S&P 500 a continué d'inscrire de nouveaux records historiques. Le marché action US est-il désormais trop cher et ou en surachat? En clair, faut-il prendre ses profits ou continuer d'accompagner le mouvement avec un stop suiveur jusqu'à son essoufflement? Probablement la meilleure option. Bon, Vincent Gann, c'est moi-même, propose donc une réponse argumentée basée sur des critères fondamentaux et techniques. Première partie. Le S&P 500 est-il trop cher sur le plan fondamental et en surachat sur le plan technique? Les deux s'associent. Deuxième partie, analyse technique méthodologique, prix, momentum, sentiment, Ishimoku, vague d'Elliott. GAFAM, une partie de reality check cette semaine. Des anticipations toujours très optimistes. Nous allons regarder les deux secteurs clés qui composent le S&P 500. Le S&P 500 est-il trop cher sur le plan fondamental et en surachat sur le plan technique? C'est donc la première partie et j'ai décidé de vous proposer une réponse qui ne soit pas oui ou non. Alors, bien sûr, je vous donnerai mon diagnostic final qui sera effectivement oui ou non. Mais on peut répondre à la question oui, il est trop cher. Regarde Warren Buffett, il dit que nous sommes en bulle spéculative. Et puis, nous pouvons apporter une réponse différente du type de celle que vous avez sous les yeux, qui consiste à dire passons en revue les critères qui permettent de juger la valorisation d'un marché et le positionnement technique. Choisissons excusez-moi, décidément. Oui, parfois on bug un peu quand on fait des vidéos. Nous allons en choisir un certain nombre pour ne pas avoir qu'une vue réduite à un seul indicateur. Effectivement, le Buffett Indicator, USA Ratio of Total Market Cap over GDP, je fais exprès, pardon. Oui, d'après Warren Buffett, lorsque l'on compare la market cap du marché action américain
et qu'on la ramène au PIB, GDP, nous sommes en alerte noire de type bulle spéculative. Bon, mais c'est pas suffisant. Il faut regarder d'autres critères de valorisation. Donc c'est parti. Je vous propose de regarder donc en termes de critères de valorisation fondamentale le PE de Shiller, cap ratio, qui est probablement le juge de paix, effectivement. Bon, vous allez voir qu'on a assez cher. Le S&P 500 price to book, le S&P 500 price to sales, la market cap sur le PIB, le PE forward, le price earning forward du S&P 500. Ça, ce sera donc pour les critères de valorisation fondamentale. Et ensuite, pour la partie technique, nous allons regarder le RSI mensuel, le RSI hebdomadaire, le sentiment des investisseurs particuliers, le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, le MACD mensuel, le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 jours, le RSI mensuel et hebdo du S&P 500 équipondéré. Et oui, il faut penser au S&P 500 493 et pas que penser au S&P 500 07. Et enfin, le RSI mensuel et hebdomadaire du Russell 2000. Commençons donc par le commencement, le RSI, le S&P, le PE de Shiller. Alors, le PE de Shiller consiste à comparer donc le prix du marché à la moyenne des bénéfices passés des 10 dernières années, retraité de l'inflation. C'est un ratio de valorisation fondamentale qui au moins ne repose pas sur du vent. C'est-à-dire que le price earning classique ou le PE forward, alors le price earning classique, on compare le prix du marché aux bénéfices des 12 derniers mois. Le PE forward, on compare le prix du marché à ce qu'on anticipe. Bon, on anticipe au gré du vent souvent. Sans vouloir manquer de respect aux analystes financiers. Le PE de Shiller, il n'y a pas de bullshit, parce que nous comparons un prix du marché par rapport à des choses connues du passé. Donc, il est le critère de valo numéro 1. Et effectivement, le marché est très cher et proche de son record de 2021. Alors c'est parti. Commençons par, donc ici vous avez le S&P 500 que je vais reprendre sur le plan technique juste après. Commençons par le price earning de Shiller, cap ratio. Alors, vous l'avez ici sur 10 ans, donc ici vous avez la moyenne, plus un écart type, moins un écart type. Le marché est largement au-dessus de sa moyenne, largement au-dessus de plus un écart type. Le PE de Shiller du S&P 500 atteint 37, nous sommes quasiment revenus au record de l'envolée des actions en 2021, mais qui était l'époque des taux zéro, post-crise sanitaire. Donc effectivement, le marché est très cher par rapport à sa moyenne des 10 dernières années, et il est presque revenu au niveau de valorisation qu'avait déclenché le bear market de 2022. Bon, bien sûr, les conditions fondamentales ne sont pas comparables. Je parle juste là en termes de valo. Si on prend un peu plus de recul, le marché a déjà été plus cher en termes de PE de Shiller au moment de la bulle spéculative dite de 2.0 de l'Internet. Mais effectivement, donc, le marché est cher. Et je sais que ça, c'est une zone où beaucoup ont prévu de prendre leurs bénéfices du côté des institutionnels. Et là, nous y serons bientôt à un PE de Shiller de 38,5. Ensuite, le S&P 500 price to book, qui consiste donc à comparer le prix du marché à la valeur comptable nette, la book value, votre actif moins vos dettes, donc en fait ce que vous possédez vraiment. Et effectivement, j'aurais dû le mettre en rouge, le marché est sur un record historique en termes de valorisation price to book. Record historique. Je vous mets tout l'historique. Jamais nous avons eu sur le S&P 500 un price to book à 5,10, largement au-dessus du record ici de 2021. Donc 2021, c'était ici, voilà. Donc largement au-dessus du record de 2021 en termes de valo. Et ici, ça avait déclenché donc le bear market que nous avons connu en 2022, mais qui était aussi pour des raisons liées à la lutte contre l'inflation, à la remontée des taux d'intérêt, à la guerre en Ukraine, etc. Donc voilà. Mais là, je ne parle pas du contexte. Vraiment, on se concentre bêtement, méchamment sur cette partie valo. Donc oui, là, selon le price to book, marché hors de prix. Price to sell, celui-là est très important parce que c'est pas du vent non plus. Vous savez, dans tous les critères, dans tous les agrégats comptables pour les entreprises, le bénéfice, on peut toujours le gruger, on peut faire des montages, on peut faire des provisions, on peut faire ce qu'on veut avec les comptes. Il y a quelque chose dans les comptes qu'on ne peut pas gruger. Ben, c'est le chiffre d'affaires, les ventes. Donc, je l'aime beaucoup. Le S&P 500 Price to Sales compare le prix du marché au chiffre d'affaires. Effectivement, le marché est très cher et proche donc, de son record. Vous avez le Price to Sales ici. Le ratio est à 3,03.
le record de 2021, c'était 3,12. Non, c'était 3,17. Donc vous voyez quand même que là, ça me semblait intéressant, alors que les élections présidentielles américaines arrivent, de faire cette vidéo parce que tous ces fameux ratios de valorisation que je surveille sont presque en vue du record de novembre-décembre 2021, qui fut la fin du bull market post-Covid. Donc là, effectivement, attention, c'est aussi, comme le P/E de Shiller, le price to sales est en vue d'un niveau de valorisation qui va faire réagir le marché. Alors maintenant, alerte rouge, Warren Buffett, le rapport entre la capitalisation boursière totale et le PIB, marché en situation d'alerte noire de type bulle spéculative, selon donc Warren Buffett. Je rappelle que pour Warren Buffett, le marché est significativement surévalué dès lors que la market cap totale sur le PIB donc, dépasse les 128%, donc ce qui est quand même une situation... Attendez, je vous ai pas... non, voilà, pardon, c'est ici. Le marché est significativement surévalué dès lors que la market cap totale dépasse 155% du PIB. Nous sommes actuellement à 201% du PIB. Et d'ailleurs, regardez ici, nous sommes en train de dépasser, nous avons dépassé le sommet de 2021. Total market cap sur PIB, 201,8%. Nous avons dépassé les 200% en 2021. Et en bleu, vous avez total market cap sur PIB plus le total des actifs de la Fed. Eh bien, idem, le marché évolue sur un record. Donc là, selon ce critère proposé donc selon ce critère proposé donc par Warren Buffett, ben oui, nous sommes complètement en bulle. Et donc, c'est une alerte rouge. Donc, là, nous avons quand même déjà des indicateurs de valorisation fondamentale qui disent que le marché, clairement, est cher. Il n'y en a pas un seul qui dit que le marché est bon marché, ou voire, même en fair value, voire pas cher. Maintenant, regardons le S&P 500 Price Earning Forward à 12 mois, qui consiste à comparer... Alors, j'ai toujours un peu de recul par rapport à ça, un peu de méfiance, parce qu'on compare le prix du marché à ce que l'on anticipe dans 12 mois. Effectivement, vous allez voir que, vous savez, je vous ai déjà illustré ça à plusieurs reprises, les anticipations de bénéfices sont hyper optimistes à horizon 12 mois. Donc, si le marché est cher relativement à ce qu'on anticipe pour 12 mois, qui est déjà très élevé, il n'y a pas le droit à l'erreur, vous comprenez, sur la publication des résultats. Si déjà le marché est cher par rapport à ce qu'on anticipe, et ce qu'on anticipe est super optimiste, comprenez que les déceptions de publication des résultats peuvent provoquer un choc sur le marché. Et effectivement, donc si je prends les données qui viennent de FactSet, ici, pour le PE Forward du S&P 500, nous sommes au-dessus de la moyenne à 5 ans, au-dessus de la moyenne à 10 ans, mais nous sommes encore en retrait des sommets de 2021. Donc là, effectivement, le PE Forward n'est pas autant en tension que peuvent l'être par exemple le P/E de Shiller ou le Price to Sales. Et donc finalement, pour que le S&P 500 ait les moyens fondamentaux de poursuivre sa tendance haussière, il faut bien sûr une rotation sectorielle, il faut que le S&P 493 rejoigne, et ça a déjà commencé, le S&P 07, mais il faut surtout que les anticipations de bénéfices ne soient pas prises à revers par rapport aux résultats concrets, réels, qui seront publiés. Et notamment du côté des secteurs Information Technology et Communication Services. Alors maintenant, regardons sur le plan technique, puisque le marché est fondamentalement cher, en tout cas, il est cher parce que les GAFAM sont chers, parce que le S&P 07 est cher, mais en même temps, le S&P 07 est cher, et c'est là qu'il y a les perspectives de bénéfices. Lorsqu'on regarde ensuite, lorsque vous regardez dans le détail le PE de Shiller et le PE régulier, les secteurs d'activité, donc vous savez les 11 super secteurs qui composent le S&P 500, un certain nombre de secteurs, notamment les cycliques les plus en retard, ne sont pas chers. Donc voilà, il faut mesurer finalement ce point de vue. Dans son ensemble, le S&P 500 est cher, mais c'est parce qu'il y a une distorsion qui est liée à ça. La part du secteur Information Technology dans l'indice. Vous avez 69 valeurs sur 500 qui pèsent quasiment 32% du calcul de l'indice. Et si vous ajoutez les 19 valeurs de Communication Services, vous avez plus de 40% de l'indice
basé sur 90 valeurs. Donc, effectivement, et c'est du côté, donc, et c'est vraiment du côté de ces deux secteurs, Communication Services et Information Technology, que vous avez, regardez, un PE de Schiller à 58. Donc, oui, le marché est cher, mais il est cher parce que les valeurs de la tech sont chères, parce qu'elles ont un poids énorme dans l'indice, mais elles-mêmes sont chères parce qu'elles ont les meilleures perspectives de bénéfices. Mais donc, finalement, ça peut s'entendre qu'elles soient chères, mais par contre, le S&P 500 493, lui, en fait, globalement, n'est pas trop cher. Et pas non plus, c'est pas les soldes non plus, hein, n'exagérons pas, mais vous voyez, vous comprenez bien ce que je souhaite vous dire. Maintenant, regardons sur le plan technique. Alors, RSI mensuel, indicateur technique de momentum, le marché est-il en surachat sur le plan technique? Alors, non. Alors, oui, il est en surachat. Oui, le RSI mensuel est entré en surachat. Mais si vous prenez tout l'historique depuis 25 ans, 24 ans, être en surachat n'a jamais été le point de départ d'une phase de baisse ou d'une phase de pause. Par contre, être en surachat et proposer une divergence baissière sur l'horizon de temps mensuel, là, oui, cela a été une alerte rouge. Pour le moment, au stade actuel, sur ce RSI mensuel, nous n'avons pas d'alerte. Maintenant, regardons le RSI hebdomadaire et le sentiment des investisseurs particuliers, qui est un indicateur technique de participation. Alors, sur le RSI hebdomadaire, il n'y a pas de surachat. Il n'y a pas de surachat. Par contre, il y a l'esprit de la divergence et vous avez donc les 6000 points qui sont en vue. Bon, si vous voulez, cette barrière des 6000 points, un chiffre rond a son importance en analyse technique. Vous avez par exemple encore ici les 5000 points. Vous voyez que on l'a dépassé, on a fait un pullback. Je ne suis pas certain que le marché soit en capacité de dépasser ces 6000 points sans en amont avoir une petite phase de pause. Ou sinon, il faudrait vraiment des résultats exceptionnels. Et là, les résultats du T3 continuent de se déployer. Et vous avez cette semaine une partie des GAFAM qui va publier ses résultats. Mais voilà. Mais effectivement, il n'y a pas de surachat sur le plan hebdomadaire. Y a-t-il du surachat sur le plan du positionnement des investisseurs particuliers? Eh bien, en réalité, non. Si je prends les toutes dernières données de l'Association américaine des investisseurs particuliers, le fameux sondage AAII, le réservoir des acheteurs est certes bien rempli, mais n'est pas à ras-bord. Il y a beaucoup de shorts encore et beaucoup de personnes neutres. Nous ne sommes pas, d'un point de vue du sentiment des investisseurs particuliers, dans une situation d'alerte rouge de surachat. Donc techniquement parlant, on voit que les choses sont quand même un peu mieux que les alertes que peuvent envoyer les fondamentaux. Le marché est-il en surachat selon des indicateurs de type quantitatif? Pour cela, je vais regarder le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors, le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours est élevé, mais il n'est pas en zone d'alerte rouge. Mais il est élevé. Mais il n'est pas en zone d'alerte rouge. Ce n'est pas les soldes non plus. Hein. Les dernières vraies soldes, ce fut ici fin octobre 2023. Bon, c'était super. C'était là. Là, c'était l'alignement des planètes pour passer long. D'accord. Mais donc là, nous ne sommes pas. Par contre, voilà, ça va. Lorsque vous aurez vraiment une situation d'alerte de surachat technique, lorsque votre pourcentage d'actions au-dessus de la SMA 50 va remonter dans cette zone. Et lorsqu'on regarde le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, de la même façon, là, nous ne sommes pas du tout en situation de surachat technique. Maintenant, toujours, nous allons regarder 4 autres indicateurs de momentum. Le MACD en données mensuelles, le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 jours, le RSI mensuel et hebdomadaire du S&P 500 équipondéré, qui en fait ramène à la normale la valeur des stars de la tech et permet d'avoir une vue sur ce que j'appelle le S&P 500 493. Et encore mieux les small et mid cap, le Russell 2000. Là, vous allez voir que, eh bien, il n'y a pas de surachat. En fait, lorsque vous allez au-delà des stars de la tech, lorsque vous allez au-delà des larges et méga caps, et surtout des méga caps, il n'y a pas de surachat dans la grande majorité du marché. Donc il existe finalement, ces prochains mois, un potentiel de rattrapage de toutes ces valeurs
qui ont suivi de très 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 loin, en les voyant à peine à la jumelle, les méga caps. Alors, regardons le MACD, mensuel pour le S&P 500. Je reviens ici sur le graphique en données mensuelles. Le voici. Alors, on va regarder la tendance et puis les croisements vis-à-vis de la ligne de signal et l'histogramme. Le début du bear market ici, c'était le croisement de la ligne de MACD sous sa ligne de signal. Ici, la confirmation que le marché était reparti bullish, ce fut le signal inverse. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de croisement, on n'est pas sous résistance, il n'y a pas de divergence sur l'histogramme. Bon, donc là, pour le coup, sur cet horizon de temps long, c'est plutôt quelque chose qui nous dit qu'à horizon 6-12 mois, c'est un marché qui pourrait continuer de progresser davantage. Le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 jours est aussi un bon indicateur. C'est vrai que les institutionnels regardent beaucoup la moyenne mobile à 200 jours. Elle a vraiment un rôle important. Elle est là, ici en bleu. Vous avez ici donc l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 200 jours. Le DI que j'ai paramétré à 200. Disparity Index à la moyenne mobile à 200 jours. Et nous ne sommes pas en zone haute, ni en zone basse, mais à mi-chemin. Donc, il n'y a pas de surachat. Nous sommes actuellement 10% au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. La zone d'alerte de surachat, c'est plutôt lorsqu'on est 15-16% au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, regardons un peu la profondeur du marché. Le S&P 500 équipondéré et le Russell 2000. Regardons donc leur RSI mensuel et hebdomadaire pour voir s'il y a donc de quoi s'inquiéter. Le S&P 500 équipondéré, il n'y a pas de surachat sur le RSI mensuel, ni divergence. Pas de surachat en hebdomadaire, ni divergence. Et regardons le Russell 2000. Pas de surachat sur le RSI mensuel, ni divergence. Pas de surachat sur le RSI hebdomadaire, ni divergence. Donc, au final, eh bien, nous avons un marché qui est cher, voire très cher, en grande partie à cause des méga caps du secteur de la tech et communication services, en bulle spéculative selon Warren Buffett, mais en grande partie à cause de la valorisation des stars de la tech, mais c'est en même temps elles qui ont les meilleures perspectives de bénéfices. Et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Je voulais vous montrer ça, voilà, ici tout de suite. Voilà, regardez. Les anticipations de bénéfices pour le Q3, encore selon FactSet, où se trouvent les plus grosses anticipations. Nous retrouvons ces deux secteurs, Information Technology et Communication Services, qui sont donc ces secteurs les mieux valorisés, mais c'est aussi parce que c'est chez eux que nous retrouvons les meilleures perspectives de bénéfices. Mais ça, j'y viens dans un instant. Alors, S&P 500, analyse technique, multifacteur technique avec focus sur le cycle fractal qui reste haussier, donc en tendance de fond. Alors, le S&P 500, donc je le reprends, alors en données mensuelles, j'ai évacué le sujet. Alors, en données hebdomadaires, bon, alors moi, vous connaissez là, je vous propose un scénario sur 12 mois. Ça, c'est mon décompte, vous savez, donc pour moi, on a fait une 1, une 2, une 3, une 4, et là, nous sommes dans la 5e vague. C'est ce que moi, je vous propose ce décompte depuis des mois et des mois. Pour l'instant, je suis content, nous sommes dedans. Nous sommes dans la vague 5, et ce, tant que le marché se maintient au-dessus là, de cette zone-là, tant qu'on n'a pas réintégration de cette zone. À l'intérieur de laquelle on décompose donc 5 temps. À l'intérieur de laquelle nous décomposons 5 temps. Ici donc, la vague 4 s'est terminée ici, à proximité de la 200 jours, vous voyez, ici. Nous sommes dans la vague 5, à l'intérieur de laquelle on a fait la 1, la 2, et nous sommes dans la 3 de la 5, à l'intérieur de laquelle, donc nous sommes en fait dans la 3 de la 5. 1, 2, à l'intérieur de laquelle on a 1, 2, 3, 4, 5 pour faire la 3. La 3, c'est toujours la plus importante, et à l'intérieur de laquelle donc, nous attendons ici aussi d'avoir 5 sous-vagues. Donc nous sommes pour l'instant encore dans ce schéma, et ce schéma reste actif tant que le marché ne réintègre pas cette grosse zone support. Donc voilà, c'est le scénario que je vous propose depuis un certain temps, et pour l'instant, écoutez, restons en tendance haussière tant que le marché se maintient ici, à l'intérieur, au-dessus de ce support. Alors cette semaine, vous avez une partie des GAFAM qui publient leurs résultats. Comme je vous ai montré, c'est vraiment sur ces deux secteurs, ce sont ces deux secteurs qui expliquent que le marché est cher, parce que ces deux secteurs pèsent au total 31,9%, plus 8,8%, plus de 40% du calcul de l'indice S&P 500. Et ce sont aussi sur ces deux secteurs que le marché
a le plus d'attentes en termes de chiffre d'affaires et de profit. Donc, il ne faut pas décevoir. Et c'est cette capacité de ces deux secteurs à faire le minimum légal, c'est à ne pas décevoir par rapport aux attentes, qui est la condition nécessaire pour que le S&P 500 puisse continuer sa marche, ça marche en avant. Donc vous avez en fait, la possibilité de suivre. Alors cette semaine, vous avez notamment Amazon, Tesla qui vont publier leurs résultats. Il y a d'autres grosses entreprises américaines qui vont publier leurs résultats. Et puis, alors ces secteurs, en fait, vous les retrouvez ici. Vous allez sur TradingView, indice, secteur S&P 500. Vous allez retrouver ici les 11 super secteurs. Et prenez par exemple Information Technology, vous cliquez dessus. Et là, vous allez arriver donc vous pouvez aller voir les composantes. Et là, voilà, vous voyez, c'est Apple, Nvidia, Microsoft, etc., Oracle. Voilà, donc c'est et les autres grosses sont dans le secteur Communication Services. Et donc, ces 11 secteurs ici, vous avez les codes ici. Je vous mets les codes. Vous pouvez les analyser techniquement sur TradingView. Et donc, vous pouvez optimiser votre analyse technique du S&P 500 en pratiquant l'analyse technique sur ces secteurs. Et vous avez les codes ici, et vous pouvez donc faire comme moi. Ce que je vous propose, c'est de vous créer une liste secteur S&P 500. Moi, je les ai tous remis ici. Et ce qui vous permet de faire, regardez par exemple, le comportement des valeurs financières depuis le breakout ici, c'est superbe. Et vous pouvez donc comme ça, pratiquer l'analyse technique sur les 11 secteurs qui rassemblent les 500 valeurs de l'indice S&P 500. Et vous prenez par exemple donc Information Technology, Information Tech. Avons-nous une divergence en données mensuelles? Non. Avons-nous du surachat en données hebdomadaires? Non. Voilà, on peut en fait pratiquer la même approche que sur l'indice S&P 500 en travaillant donc comme ça les indices sectoriels. Et c'est vraiment la clé pour la suite. Voilà, chers amis, j'espère avoir en partie répondu à la question. Le S&P 500 est trop cher sur le plan fondamental, est-il en surachat? Sur le plan technique, si cette vidéo vous a plu, merci pour un petit like, merci pour vos abonnements. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Salut.